Bonjour et bienvenue à notre premier podcast dédié au TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce podcast a pour objectif de donner la parole aux parents, aux enfants, mais aussi aux adultes. Aujourd'hui, nous pouvons entendre tout et son contraire sur le TDAH. Mais qu'en est-il ? Ce podcast est fait pour donner la parole à ceux qui le vivent au quotidien, pour qui le TDAH n'est pas juste une abréviation sur un bout de papier, mais qui régit leur quotidien et avec lequel ils respirent tous les jours. Aujourd'hui, nous rencontrons Carole. Carole est une maman de 2 garçons, dont Pierre, TDAH, est dysgraphique. Carole est une maman impliquée dans la sensibilisation au TDAH en tant que trésorière dans l'association TDAH pour une égalité des chances, mais elle organise aussi des permanences pour aider les personnes face au TDAH. Bonjour Carole. Bonjour Aurélie. Comment tu as su que ton fils était TDAH ? Au CE1, j'ai bien vu qu'il ne voulait pas rester assis, donc j'ai commencé à me poser des questions, toujours beaucoup d'impulsivité, un zapper. Puis c'est le deuxième, alors je sais bien que ces 2 enfants, on a toujours des enfants qui sont différents. On ne peut pas les comparer les uns aux autres, mais le fait de ne pas rester assis comme ça, de couper la parole aux gens, de devoir toujours se répéter pour une consigne, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille tout simplement, quoi. Le premier des trucs qui me revient, c'est ça, quoi, de couper tout le temps la parole, tout le temps. On était en voiture, ça parlait. Mais tout le temps, c'est simple. Les seules fois où je l'entendais pas parler, c'est quand il était malade. Voilà. Et ça, je pense que c'est le lot des familles. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? On ne l'entend pas, il ne bouge pas. Et tout à coup, on a du silence qui revient à la maison. Ouais. Quel a été le parcours de soins ? Pour essayer d'avoir un peu de soutien, on m'a conseillé d'aller voir, c'était une maman d'élève qui m'a conseillé d'aller voir un psychomotricien. Ça m'a donné du soutien pour moi et aussi pour lui. Et puis on voyait aussi une psychologue dans le libéral. Ça aide, c'est une béquille en fait. Pierre pouvait se lâcher et moi je pouvais dire tout ce que j'avais à dire, quoi. Donc on est passé par ça, cette psychologue nous a fait faire un test et donc voilà, donc on l'a fait de façon officieuse, elle a fait lire par une collègue qui était clinicienne et oui, il n'y avait pas de doute, il avait bien ça. Donc suite à ça, j'ai demandé la médecine scolaire. Donc il était toujours en CE1, voire proche du CE2. Et par contre, la médecine scolaire, comme il n'y avait pas d'échec scolaire, il n'a pas été prioritaire, il n'a pas été pris en charge. Donc on a continué psychologue et psychomote jusqu'à ce qu'eux arrêtent leur profession, ils aillent voir ailleurs. Donc après on n'a plus eu personne et on a vu pour faire donc j'ai eu un courrier d'adressage du psychomotricien pour aller au CRTLA qui est le Centre Régional des Troubles du Langage et de l'Apprentissage du CHU d'Amiens dont je dépends, donc je viens du 80. Et puis t'as minimum 9 mois, voire 1 an d'attente, quoi. Mais en fait, il n'a eu aucun aménagement à l'école, du coup ? Ah non, parce qu'il a été diagnostiqué fin CM2. Les aménagements, on les a connus qu'à partir du collège. Et donc, c'était déjà très problématique à l'école primaire, parce que même si on parlait de suspicion de TDAH, évidemment, le corps enseignant ne voulait pas en entendre parler, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il a emmagasiné un retard à l'école ? Du tout. Du tout. Ou pas du tout ? Absolument pas. Non, de bons résultats scolaires. Ça a toujours été un enfant curieux. Enfin, c'est spécifique aussi chez les TDAH. Ils sont curieux de tout, quoi. Ils vont se poser des questions que même nous, on ne se posera pas, quoi. Donc, et lui s'intéressait à tout. Il était tout petit, qui me parlait de Napoléon. Donc, c'est pas commun, quoi, qu'un gamin en école primaire commence à te parler de Napoléon. Aucun retard jusque la 4e, la 3e, quoi. C'est l'entrée au collège qui a commencé à faire la cascade des mauvaises nouvelles, des chocs avec l'institution scolaire, on va dire. Voilà. Pierre était le premier TDAH à rentrer au collège, donc c'est moi qui ai expliqué ce que c'était qu'un TDAH. J'ai fait un petit format A4, tout simple, avec des couleurs pour expliquer, que j'ai adressé à tous les enseignants par UNT à l'époque. Et puis, il y avait quand même des lots d'enseignants qui étaient sensibilisés aux troubles du neurodéveloppement ou à la différence de l'élève. Donc voilà, ça a été, mais à côté de ça, tu as des enseignants qui malheureusement ne se remettent pas du tout en question et qui remettent en question justement le diagnostic du neuropédiatre. Voilà, il y a un diagnostic qui est fait, mais malgré tout, l'institution remet en cause ce diagnostic et ne l'accepte toujours pas. D'accord. Et toi, en tant que maman, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ?
Les difficultés ont été Alors, il y a des difficultés d'ordre médical. Refaire une ordonnance pour la médication une fois par an. Mais moi, je n'avais rien de plus à côté. Pas de soutien psychologique, rien du tout. Donc le seul soutien psychologique qu'il avait, c'était moi. Pour pouvoir l'aider aussi à l'école. Donc voilà, la deuxième difficulté, c'est quand même l'institution scolaire, puisqu'ils y passent quand même 7 voire 8 heures par jour. Et la difficulté à l'école, ça a été de le maintenir à un bon niveau scolaire, quoi. Donc Pierre est dysgraphique, il peut pas prendre tous ses cours en notes. Donc il y avait un plan d'accompagnement personnalisé qui était mis en place dès la 6e. Donc le but c'était de nous donner des cours sur une clé USB ou de nous les donner en polycopié pour que je puisse continuer à le suivre à la maison, mais c'était rarement fait. Donc si tu sais pas en histoire géo où est-ce qu'on en est, tu peux pas aller repêcher sur internet un cours pour faire cours. Et au collège c'est compliqué d'avoir des camarades aussi de la classe pour aller rechercher des cours. Donc tu fais comme tu peux. Tu maintiens ton enfant comme tu peux. Il y a des moments, il y a des profs qui mettaient des traces du cours, donc tu savais où est-ce qu'ils en étaient dans telle ou telle matière. Et après, je faisais mes cours. Je faisais mes propres cours à la maison. Et c'est comme ça, tout comme en primaire, où j'ai réussi à le maintenir quand même à un certain niveau scolaire. Parce qu'en primaire, par exemple, on apprenait des mots de dictée avec des fautes d'orthographe. Donc voilà, c'est tout le temps être derrière ce travail de compensation que je retrouve dans beaucoup de familles. Et voilà, il faut tenir le coup et faire ses propres cours. Pour ton fils, quel serait un avenir parfait ? Est-ce que celui que tu vois arriver, c'est celui auquel tu t'attendais pour lui ? Non, l'avenir que je vois pour Pierre aujourd'hui, c'est pas celui auquel je m'attendais. C'est-à-dire d'un jeune enfant qui serait devenu un adolescent et plus tard un adulte, puisqu'il a 17 ans, intéressé par tout. Là, aujourd'hui, c'est un enfant qui n'est plus intéressé tellement il a été cassé par le système scolaire. Il est en plein décrochage scolaire. Il a fait une deuxième seconde. Et finalement, cette deuxième seconde lui a simplement redonné confiance dans l'être humain et en lui. Donc, je ne voyais pas l'avenir comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va faire plus tard. C'est pas grave. Ça va demander du temps. Il y arrivera toujours en le valorisant et en lui donnant confiance, même si aujourd'hui, avec son trouble de l'opposition, c'est pas forcément gagné d'avance. Mais voilà, il réussira. Comment, je sais pas, mais il va réussir. Avec ce que tu sais aujourd'hui du TDAH, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changées dès que tu as vu les premiers troubles arriver ? Ouais, j'aurais tout changé. Comme quoi ? Parce qu'aujourd'hui, donc, j'ai le mode d'emploi. Comme quoi, alors... Pour la recherche de diagnostic, évidemment, je ne peux pas aller plus vite que le système. On a un système de santé qui est quand même malade aujourd'hui en France. On manque de tout, de psychiatres, de neuropédiatres, etc., etc. Même les orthophonistes et les psychomotriciens sont en manque en France. Donc j'aurais pas pu faire plus que ce qui existe. Mais par contre, avoir le mode d'emploi, savoir ce que c'est qu'un TCC, c'est-à-dire une thérapie comportementale et cognitive pour les enfants, la méthode Barclay, qui est une méthode d'habilité parentale. Tout ça, moi, je ne le savais pas. Je l'ai découvert en arrivant dans l'association TDAH pour l'égalité des chances. Il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Heureusement qu'Internet existe, mais sinon, le service médical ne m'en a jamais parlé. Donc, il est vrai que oui, j'aurais ouvert ce manuel du mode d'emploi. Et on aurait certainement gagné du temps. Et on n'aurait certainement pas souffert, et lui et moi et la fratrie, la famille complète, comme on a pu souffrir. Pour toi, quel serait l'avenir parfait ? L'avenir parfait d'un enfant TDAH, je suppose, une prise en considération de la différence et des besoins spécifiques de ces enfants. Donc voilà, je dis toujours, le TDAH, il n'y a rien de grave du tout dans le TDAH à partir du moment où tu connais le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, il faudrait simplement que l'éducation nationale accepte de l'entendre de notre part, nous, parents, ou même personnes qui sont concernées par le TDAH et qui peuvent l'expliquer, quoi. Ça serait ça le monde parfait, en fait. Une vraie prise en considération du TDAH chez l'enfant. Je pense que pour les générations d'aujourd'hui, ça devrait être possible parce que je m'occupe, donc moi je suis référente aussi du TDAH sur ma région du 80 et ce que je vois dans ma région, c'est pas beau parce que il y a des adultes aujourd'hui qui souffrent, qui n'ont pas été détectés et qui ont du mal à s'en sortir dans la jungle du TDAH. Voilà. Ils savent pas où aller pour se faire diagnostiquer, ça coûte un bras pour se faire diagnostiquer.